Le jour se levait sur l'avenue Bosquet, baignant l'appartement haussmannien du 7e arrondissement de Paris d'une lumière d'un jaune pâle, presque indifférent. C'était l'endroit où Manon Dièvre était censée devenir Madame Lambert. Elle n'était pas née dans ce luxe, mais elle y avait trouvé sa place avec une intelligence et une discipline aiguisée. Pendant 2 ans, elle avait été le pivot silencieux et parfait de la vie d'Étienne Lambert, le jeune entrepreneur dont le nom résonnait dans les cercles d'investissement. Leur union, prévue dans seulement 2 semaines, n'était pas un conte de fées, mais un arrangement sophistiqué où la stabilité valait bien plus que les feux de l'amour éphémère. Étienne avait façonné Manon comme sa future partenaire idéale. Elle avait suivi des cours d'étiquette, appris les codes de la haute société et joué son rôle de future maîtresse de l'Empire avec une rigueur militaire. Elle croyait en cette stabilité, en cette promesse d'une vie construite sur des bases solides, loin des tempêtes de la passion. La veille du jour où les invitations officielles devaient en être envoyées, Manon était rentrée de son voyage d'affaires à Bruxelles, épuisée mais satisfaite. Elle s'était effondrée sur le canapé en velours gris perle, le téléphone à la main. Le scrolling machinal sur Instagram l'a menée, par un pur hasard de l'algorithme, sur le profil de Félie Lamont. Félie, le fantôme. La première histoire d'amour passionné d'Étienne, celle qu'il n'avait jamais complètement effacée de son passé. Et là, au milieu d'un flux d'images banales, il y avait la photo. Une main délicate, une manucure impeccable et au centre, scintillant de façon agressive, une bague. Un saphir bleu profond, entouré de diamants taillés en baguettes. La bague. Manon s'est redressée, le souffle coupé, comme si elle avait reçu un coup direct dans la poitrine. Elle n'avait pas besoin de zoomer. Elle la connaissait par cœur. C'était sa bague de fiançailles, le modèle unique dessiné par elle-même, avec 6 mois de travail acharné, sélectionnant le saphir brut en Belgique, commandant la taille spécifique chez un maître joaillier de la place Vendôme. Elle avait même choisi le métal, un platine brossé qui rendait le design à la fois moderne et intemporel. Elle n'avait jamais osé la porter, la gardant dans le coffre comme le symbole sacré de leur avenir. Et elle était là, au doigt de Félie, ostensiblement affichée pour le monde. Étienne l'avait prise, l'avait donnée à son ex-amante pendant qu'elle était en déplacement professionnel à peine 15 jours loin de Paris. Le choc n'était pas la jalousie, mais la trahison de la confiance, l'humiliation brutale et le sentiment d'être remplacée par son propre symbole. C'était la preuve que sa stabilité n'était qu'une illusion. Elle avait passé la nuit à marcher, le parquet de chêne craquant sous ses pas, le silence de l'appartement criant sa solitude. Au petit matin, la décision était prise, d'une clarté douloureuse. Elle l'attendit, assise à la table de marbre où il prenait le petit déjeuner chaque jour, une tasse de café intacte devant elle. Quand Étienne est apparu, impeccable dans son costume Savile-Row, il a senti l'air froid. « Manon, tu es rentrée. » Il s'approcha pour l'embrasser, un geste de routine, sans chaleur. Elle recula légèrement. « Nous nous séparons. » La phrase était courte, nette et sans appel. Étienne s'est immobilisé, son sourire condescendant s'est figé. Il fronça les sourcils, non pas de tristesse mais d'agacement. « Ne sois pas enfantine, Manon. Nous avons 2 semaines. Les invitations partent aujourd'hui. Ne gâche pas le plan. » Il parlait d'elle, de leur mariage, comme d'un contrat commercial. Le plan est gâché. Le saphir bleu est au doigt de Félie Lamont. Étienne s'est assis, son expression passant à l'ennui. « Oh, ça. Je ne savais pas que c'était ta bague de fiançailles. Je l'ai trouvée belle. Félie aussi. Elle la voulait pour une soirée. Je l'ai demandée à ma secrétaire. Elle me la rendra. C'est tout. » Son indifférence était pire que la colère. Elle n'était pas un être humain, elle était un accessoire révocable. Elle ne la rendra pas. C'est fini, Étienne. Je ne suis pas remplaçable par un accessoire. Il rit, un son sec, presque insultant. Manon, tu sais très bien que ce mariage n'est pas une passion adolescente. Personne ne te remplacera au poste de Madame Lambert. Ce que tu as là, toutes les femmes le veulent. Ne sois pas idiote. Cette nuit-là, il a bu, est rentré tard, et a appelé son nom, ivre, dans l'immense appartement, comme si rien ne s'était passé, comme si le simple fait qu'il la désire physiquement effaçait l'humiliation. Le lendemain, Manon est réapparue. Elle tenait un carnet à la main. Elle n'était plus en colère. Elle était glacialement calme. C'était la paix du vide. J'ai dressé la liste des cadeaux, des actifs, des investissements. Elle posa le carnet sur la table. Les parts de l'entreprise à Lyon, l'appartement que tu as mis à mon nom, les bijoux Cartier, les sacs Hermès, tout. Je veux tout te rendre. Je veux une rupture nette, propre. Étienne feuilleta les pages, son visage exprimant un mélange de surprise et de dédain. 20 ans dans le luxe, et tu me dis que tu veux tout rendre? Est-ce que tu perds la tête? Je veux rendre ce qui n'a jamais été à moi, et je ne veux plus avoir de dettes envers toi.
Étienne a saisi une carte bancaire sur le plan de travail, la glissant vers elle. « Tiens, 200 000 euros. Considérez ça comme un dédommagement, une compensation. Prends ça et arrête ce cinéma. » Ce geste était la confirmation. Pour lui, tout, y compris elle, avait d'un prix. Elle n'était qu'un investissement qu'il était prêt à amortir pour éviter le scandale. Manon regarda la carte, puis ses yeux se levèrent pour fixer Étienne, une étincelle de dignité froide s'allumant dans ses pupilles. « Merci, monsieur Lambert, mais je n'ai pas besoin d'être dédommagée pour avoir été moi-même. Notre fin est juste. » Elle se leva, récupéra son carnet et, par un geste calculé, prit également la carte. Une fraction de seconde, une décision audacieuse. « Bien, je ne le regretterai pas. Les déménageurs arrivent bientôt. Excusez-nous pour le dérangement. » Les insouciants Étienne, surpris par sa détermination, ne dit rien. Il la regardait s'éloigner, le regard vide. Elle ne s'est pas retournée. Le grand appartement, conçu pour leur future vie commune, était déjà devenu une coquille vide. Le premier coup de marteau sur les fondations de son illusion. Dans les heures qui suivirent, l'appartement de l'avenue Bosquet fut envahi par le bruit sec et mécanique de la faim. Manon avait appelé l'agence de déménagement la plus discrète et la plus efficace de Paris. Le balai des employés vêtus de combinaisons grises était silencieux, presque clinique. Ils emballaient méthodiquement la vie de Manon. Les sacs Hermès rangés dans des boîtes capitonnées, les chaussures Louboutin mises sous housse, les œuvres d'art achetées ensemble, soigneusement enregistrées pour la restitution. Manon, assise sur le seul fauteuil encore disponible, observait le spectacle avec un détachement surprenant. Chaque objet qui disparaissait dans un carton était un poids en moins sur son âme. Elle n'était pas en train de perdre sa vie, elle était en train de récupérer son espace intérieur. 2 années passées comme un bijou social, étincelant au bras d'Étienne lors des galas et des dîners d'affaires. 2 années à surveiller chaque mot, chaque geste, pour correspondre à l'image parfaite de la future Madame Lambert. Elle avait fini par oublier qui était Manon Dièvre, celle qui dessinait avec passion des bijoux uniques, celle qui riait bruyamment et qui ne craignait pas les avis tranchés. La froideur d'Étienne avait imprégné leur relation, transformant l'amour naissant en une ambition polie. Il l'avait encouragée à exceller, à se dépasser, mais toujours pour un seul but, servir de vitrine à sa propre réussite. Elle s'était crue aimée pour elle-même. Maintenant, elle comprenait. Elle était une excellente monture pour son saphir de fiançailles. Et quand l'ancienne monture lui manquait, il la reprenait, sans même se soucier que la nouvelle puisse encore être attachée. Elle se rendit au coffre-fort mural. Elle sortit ses bijoux, les parures reçues pour les anniversaires, les chaînes en or blanc, les boucles d'oreilles de joailliers et célèbres. Elle les rangea dans des pochettes en velours noir, prêtes à les faire envoyer par coursier à la banque d'Étienne. Mais elle garda la carte bancaire de 200 000 euros. C'était un prix pour sa dignité, le montant qu'il avait jugé suffisant pour effacer son existence de sa vie. Elle ne l'utiliserait pas, mais elle la gardait comme preuve physique de la transaction émotionnelle qu'il avait tenté d'imposer. Le processus de nettoyage émotionnel était presque achevé. L'appartement, habituellement rempli de l'écho étouffé de leur vie parallèle, sonnait maintenant creux, froid. Même l'odeur du cigare cubain d'Étienne ne parvenait plus à masquer le vide. Quand Manon revint dans le salon pour les derniers cartons, elle aperçut Étienne adossé à la baie vitrée, le regard perdu sur le toit de Paris. Son expression était illisible, un mélange de déception et de fierté blessée. Il ne s'excusait pas, il ne la suppliait pas. Il attendait qu'elle se rende compte de sa folie, qu'elle revienne d'elle-même vers l'or et le statut qu'il lui offrait. « C'est dommage, dit-il enfin, sans la regarder. Notre vie était réglée comme une horloge suisse. Tu es en train de jeter 2 ans de travail acharné. » Manon ferma son dernier carton. « Non, je jette 2 ans de mensonges. Le travail acharné, je le garde pour moi. » Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, un bruit familier de talons claquant sur le marbre se fit entendre dans l'entrée. Le destin, ou la cruauté, avait décidé que la confrontation finale devait se dérouler sous ces voûtes vides. Félie Lamont entra dans le champ de vision. Elle était belle, d'une beauté douce, presque juvénile, et elle portait un manteau de cachemire léger qui contrastait avec l'austérité des lieux. Manon la dévisagea, son cœur se serrant d'une douleur amère. Félie s'approcha, ses yeux verts, baissés, une fausse humilité dans son attitude. « Mademoiselle Dièvre », commença Félie d'une voix qui se voulait douce mais qui sonnait étrangement satisfaite. « Je suis désolée. Je ne savais pas à quel point cette bague était importante. J'ai fait un caprice stupide auprès d'Étienne. Je pensais que vous en aviez beaucoup d'autres. » Le mensonge était palpable, sucré comme une confiserie trop riche. Elle était là, non pour s'excuser, mais pour savourer sa victoire,
pour enfoncer le couteau dans la plaie. Manon remarqua le geste involontaire de Félie qui touchait la bague à son doigt. La bague brillait d'un éclat obscène sous la lumière crue de l'après-midi. L'objet était le trophée de la défaite de Manon. « Vous êtes venu pour me présenter vos excuses ou pour m'humilier avec mon propre travail ?» demanda Manon, sa voix étonnamment plate, dénuée d'émotion. Félie se troubla légèrement, mais se reprit aussitôt. « Je voulais vous la rendre, vraiment. Mais elle est coincée. » Elle tira doucement sur l'anneau, son visage exprimant une légère gêne jouée. Manon sourit, un sourire mince et dangereux. C'était l'apogée de l'ironie. La bague, censée être le symbole de l'union éternelle de Manon et Étienne, était désormais prisonnière aux doigts de Félie, refusant de s'en aller, tout comme l'esprit de Manon avait été emprisonné dans cette relation toxique. Elle se sentait soudainement libre, mais il lui restait un dernier acte à jouer avant de pouvoir tourner la page. Elle devait arracher ce symbole de trahison. La situation, absurde et théâtrale, atteignit son point de rupture devant le regard impassible d'Étienne. Félie continuait de gigoter, essayant en vain de retirer la bague. Manon fixait l'anneau avec une intensité qui ne laissait aucune place à la pitié. Elle voyait 6 mois de sa vie, de son talent et de son cœur transformés en une simple provocation. « Laissez-moi vous aider, » dit Manon, s'avançant lentement. Son ton était d'une politesse forcée, masquant la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Étienne s'interposa, posant une main protectrice sur l'épaule de Félie. « Laisse-la, Manon, elle va se faire mal, ce n'est qu'un bijou. »« Non, ce n'est pas qu'un bijou, Étienne. C'est un engagement que j'ai conçu de mes propres mains. C'est l'un des rares objets que j'ai vraiment chéris dans cette maison. » Manon regarda Étienne droit dans les yeux. « Et c'est une preuve de votre bassesse. » Félie, saisissant l'occasion de faire son cinéma, murmura à Étienne d'une voix larmoyante. « Étienne, elle a raison. Je dois la lui rendre. Je vais aller me laver les mains. Peut-être que l'eau froide... » Elle s'éclipsa précipitamment vers la salle de bain d'invités, laissant les 2 fiancés déchus face à face. Étienne secoua la tête, comme devant une nuisance. « Tu vois, ce n'est pas grave. Je vais lui donner 120 000 €. Elle te la rendra. » Manon serra les poings, le peu de respect qui lui restait pour cet homme s'évaporant complètement. Il était incapable de comprendre le concept de valeur non monétaire. « Je ne la vends pas. Elle n'est pas à vendre. » Manon s'approcha du marbre de la cuisine. « Dites-lui de la retirer. » Immédiatement. Félie revint quelques instants plus tard, la main mouillée. Elle tira une dernière fois, et cette fois, la bague glissa, lourde et froide. Manon tendit la main pour la récupérer, son cœur battant d'une étrange anticipation. Mais alors qu'elle la prenait, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le diamètre de l'anneau était trop petit. Manon bloqua net, elle regarda Félie puis la bague dans sa paume, incrédule. « Tu l'as fait redimensionner ?» La question était un murmure, le son de la dernière brique d'une illusion qui s'effondre. Félie recula d'un pas, ses yeux écarquillés. Elle bégaya, sa voix mielleuse se fissurant enfin. « Elle était un peu lâche sur mon doigt, alors je l'ai fait ajuster très légèrement. Je voulais vous la faire remettre à votre taille avant de vous la rendre. » Manon Dièvre ne répondit pas. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle tapa. La gifle résonna dans le silence du grand salon, un son brutal et sec. Félie porta la main à sa joue, un mélange de stupeur et de douleur peignant son visage. « Redimensionné !» Manon hurlait enfin, les mots explosant de sa gorge. « Ah, tu as osé redimensionner ma bague de fiançailles ? 6 mois de travail, un design unique. Tu as marqué mon avenir avec ton empreinte. Tu l'as réduit à ta propre taille. Tu me dégoûtes, Félie Lamont !» Étienne explosa à son tour, un rugissement de colère. Il agrippa le bras de Manon pour la retenir. « Manon, qu'est-ce que tu fais ? C'est moi qui lui ai donné. Pourquoi l'attaques-tu, elle ? C'est moi que tu devrais blâmer. » Il se positionna devant Félie, la protégeant comme s'il était son chevalier. Le cœur de Manon se figea. Il avait raison. C'était lui le vrai coupable. La trahison de Félie n'était que l'écho de la sienne. Manon se dégagea brusquement, et avec une force puisée dans l'humiliation accumulée, elle leva la main et gifla Étienne, de toutes ses forces. La gifle claqua encore plus fort que la première. Étienne, abasourdi, lâcha le bras de Manon. Il ne s'attendait pas à cette riposte physique, lui, le maître du contrôle. « Tu crois que je ne voulais pas te frapper ?» Manon était à bout, le souffle court, les yeux brûlants. « Vous deux, vous me donnez la nausée. » Elle jeta la bague sur le sol de marbre, l'entendant rebondir avec un petit son insignifiant, qui contrastait avec l'énormité de la situation. Elle tourna le dos aux 2 amants figés. La porte de l'appartement était la liberté. Elle ne se retourna pas pour voir la bague, ni Étienne, ni Félie. Elle laissa l'appartement, le statut,
les promesses, l'humiliation derrière elle. En descendant l'ascenseur, elle regarda l'écran reflétant son propre visage. Elle n'était plus la Madame Lambert soumise et calculatrice. Elle était Manon Dièvre, celle qui avait le courage de se défendre, celle qui avait choisi le prix de la dignité plutôt que la rançon de l'or. La bague était partie, l'argent était là, mais elle avait enfin regagné le contrôle de son âme. Elle venait de se racheter. Le claquement de la lourde porte d'entrée de l'avenue Bosquet fut le signal de départ, non pas d'une fuite, mais d'une libération. Manon ne s'est pas arrêtée. Elle a marché, les talons claquant sur les pavés parisiens, avec une détermination nouvelle. Les larmes, qui auraient dû couler sous l'effet de l'adrénaline et de la douleur, ne vinrent pas. À la place, il y avait un vide brûlant, la sensation étrange d'avoir laissé une partie d'elle-même, une partie rigide, contrainte et fausse, dans cet appartement froid et luxueux. Elle avait fait ce qu'elle n'aurait jamais cru possible, gifler Étienne Lambert, le magnat du cercle d'affaires, et rejeter publiquement l'occasion d'une vie. Le choc de son propre courage était un anesthésiant puissant contre la peine. L'onde de choc de la rupture ne tarda pas à se propager dans le microcosme social du 7e arrondissement. Les invitations au mariage, prêtes à être expédiées, devinrent la première victime silencieuse du drame. Manon Dièvre, celle qui avait réussi son ascension sociale avec une grâce implacable, venait de refuser le titre de Madame Lambert. Dans les salons feutrés et les galeries d'art du Marais, le nom d'Étienne était murmura, avec un mélange de pitié et d'incompréhension. Les bavardages allaient bon train. Elle est devenue folle. Qui renonce à un tel patrimoine, à un tel homme, pour une histoire de jalousie? Manon n'était pas assez solide pour la vie d'Étienne. Elle est revenue d'où elle venait. Elle a attaqué Félie Lamont. Elle ne peut pas rivaliser avec son passé. Mais au milieu de ces commérages, une rumeur plus surprenante circulait. Manon avait été celle qui avait pris la décision. Elle avait rendu les cadeaux, rejeté l'argent, et s'était retirée, avec une dignité glaciale. Ce refus actif, cette démission volontaire du rêve que tant de femmes se poursuivaient, troublait les esprits. Pour un cercle social où l'argent et le statut régissaient les lois de l'attraction, le choix de Manon d'opter pour le vide plutôt que pour l'or était une hérésie. C'était un coup de pied dans la fourmilière des faux-semblants. Manon s'installa dans un appartement plus modeste, dans le 10e arrondissement, un quartier plus vivant, plus populaire, loin de la froide élégance du 7e. L'espace était petit, les murs fins, mais il y régnait une chaleur humaine, une odeur de café et de liberté. Ce changement radical d'environnement fut son premier pas vers la Renaissance. Elle n'avait plus besoin de se soucier de l'image. Elle pouvait laisser ses cheveux détachés, porter des vêtements confortables, et surtout, elle pouvait recommencer à penser avec son propre cerveau, et non celui d'Étienne. Elle passa les premiers jours dans un état de deuil étrange, non pas pour l'homme qu'elle avait perdu, mais pour le temps et l'énergie qu'elle avait investi dans l'illusion. Elle réalisa qu'elle avait vécu 2 ans comme une pièce de collection, exposée pour la valorisation d'un autre. « Ah, je n'étais qu'un bijou de collection », se disait-elle devant le miroir. Beau cher, mais sans âme propre, sans fonction autre que décorative. Elle avait négligé ses propres passions, son propre talent de créatrice de bijoux, au profit du rôle d'hôtesse parfaite. Un matin, elle ouvrit un carton qu'elle avait emporté sans regarder. À l'intérieur, son vieux carnet de croquis, poussiéreux, oublié depuis l'arrivée d'Étienne. Elle feuilleta les pages, retrouvant ses designs audacieux, ses idées non conventionnelles, qui reflétaient sa personnalité authentique avant qu'elle ne soit polie par les conventions du luxe. Et au milieu des croquis, il y avait le dessin original, le croquis au crayon du saphir bleu, la bague qu'Étienne avait offerte à Félie. Une idée, aussi audacieuse que douloureuse, traversa son esprit. Elle ne pouvait pas laisser cette trahison définir sa fin. Elle allait la transformer en son nouveau départ. La bague volée, redimensionnée, puis jetée, deviendrait le symbole de sa résilience. Elle allait fonder son propre studio de création de bijoux. Et sa première collection, sa pièce maîtresse, s'appellerait la bague volée. Non pas pour la vendre, mais pour illustrer un concept, la valeur inestimable de l'authenticité et de la dignité, qu'aucun saphir, même unique, ne pouvait remplacer. Elle allait recréer le design, mais cette fois, le saphir symboliserait la force retrouvée. Elle mit la carte bancaire d'Étienne, la seule chose qu'elle avait gardée, dans un tiroir. C'était son point de non-retour, son filet de sécurité, mais elle se jura de ne pas y toucher. Elle devait réussir par elle-même, avec le peu d'économie qu'elle avait. Son talent, sa vision et la rage froide de l'humiliation seraient ses seuls moteurs. Elle se lança dans la paperasse, louant un petit atelier lumineux et poussiéreux à Montmartre. Le silence et la concentration étaient ses nouveaux luxes. Manon Dièvre était en pleine reconstruction.
Elle ne cherchait pas de vengeance, elle cherchait la preuve qu'elle était, comme elle l'avait dit, irremplaçable. Le travail acharné était une vieille amie de Manon, et elle s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. L'atelier de Montmartre devint son sanctuaire. Loin des dîners guindés et des faux sourires de la haute société parisienne, elle retrouvait le plaisir simple de la création. Le saphir bleu, même s'il avait été jeté, obsédait ses nuits. Elle dessinait des variations de son design original, le modifiant, l'affinant, jusqu'à ce que la nouvelle version symbolise l'émancipation plutôt que l'engagement. Elle imaginait une collection où chaque pièce raconterait une histoire de résilience féminine, utilisant des pierres précieuses pour marquer non pas la richesse, mais la force de caractère. Pendant ce temps, la vie d'Étienne, en apparence inchangée, commençait à se fissurer subtilement. La rupture publique avec Manon avait été un désagrément, mais l'arrivée de Félie Lamont dans sa vie quotidienne s'avérait être un véritable désastre social. Félie, qui excellait dans le rôle de la muse passionnée et de l'amante impulsive, était totalement inadaptée aux exigences de l'élite des affaires. Elle manquait de tact, elle était trop bavarde lors des dîners confidentiels, et elle n'avait aucune patience pour les mondanités calculées. Étienne réalisa rapidement que Manon n'était pas seulement une fiancée, elle était une partenaire stratégique. Manon comprenait les nuances du pouvoir, elle savait quand sourire, quand se taire, et comment diriger une conversation sans jamais paraître dominatrice. Félie, elle, était une étoile filante, belle mais éphémère et incontrôlable. Sa présence à ses côtés devenait une source d'embarras, minant lentement sa réputation de perfectionniste méticuleux. Ses associés commençaient à murmurer sur son manque de jugement, le liant à l'instabilité de son nouveau choix de compagne. Un soir, lors d'une réception importante, Félie fit une bourde retentissante en révélant une information confidentielle sur une fusion en cours, ruinant presque une négociation d'Étienne. La colère d'Étienne fut froide et implacable. Il lui reprocha son incompétence, son incapacité à se comporter en future Madame Lambert. Félie, sensible et habituée à être adorée, fondit en larmes et l'accusa d'être froid, calculateur, et de ne l'aimer que comme un trophée. La confrontation, bien que privée, laissa Étienne avec un goût amer. Il commença à regretter Manon. Non pas par amour sincère, mais parce qu'il réalisait que seul son contrôle discret et sa rigueur sociale pouvaient soutenir son propre empire. Manon était une forteresse, Félie était un château de sable. Étienne n'avait jamais vu Manon comme une personne à aimer, mais comme une entité nécessaire à sa réussite. Maintenant qu'elle était partie, il ressentait l'énorme vide qu'elle laissait, non pas dans son cœur, mais dans son agenda et dans son image publique. Il avait besoin de la restaurer. Étienne essaya d'abord des manœuvres indirectes. Il envoya sa secrétaire s'enquérir de Manon, puis il essaya de bloquer quelques-uns de ses anciens comptes bancaires, sous prétexte d'un audit de régularisation, espérant la forcer à le contacter. Manon, parfaitement consciente de ses tentatives de contrôle, lui renvoya un message laconique via un avocat. Elle avait réglé toutes les transactions en utilisant la carte de 200 000 € et la somme exacte de son dédommagement avait été reversée à une fondation pour l'éducation des femmes à Montmartre. Le message était clair, elle n'avait pas besoin de son argent et elle utilisait ce qu'il lui avait donné pour s'affranchir de son influence. Humilié par son refus de tout contact, Étienne décida de la retrouver en personne. Il fit des recherches et découvrit son nouvel atelier à Montmartre, un endroit qu'il n'aurait jamais fréquenté auparavant. Il se présenta un après-midi, portant un manteau de cachemire qui jurait avec la simplicité du quartier. Il la trouva assise à sa table de travail, concentrée sur une maquette de bijoux, ses cheveux attachés négligemment. Elle avait l'air fatiguée, mais libre. Elle était plus belle que dans l'opulence du 7e. Il s'éclaircit la gorge. Manon leva les yeux, sans surprise, sans colère. Juste une indifférence polie qui le frappa plus durement que la gifle. « Étienne, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, utilisant le vouvoiement formel. Il respira profondément, jouant le rôle de l'homme blessé, mais raisonnable. « Manon, tu as fait une erreur. Tu as gâché une opportunité que des centaines de femmes convoiteraient. Je suis venu pour te donner une dernière chance de revenir. » Il parlait comme s'il était un employeur généreux, offrant une promotion. Manon sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle posa ses outils. « Je ne crois pas avoir gâché quoi que ce soit. L'opportunité que j'ai perdue, Étienne, c'était d'être malheureuse. Et quant à l'opportunité que des centaines de femmes convoitent, cette opportunité n'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de me créer un nom par moi-même. » Elle lui montra son bureau, ses dessins. « Je suis en train de me reconstruire. Je n'ai plus besoin de ta façade pour briller. »
Étienne la regarda, réalisant l'ampleur de la distance qu'elle avait mise entre ceux. Elle n'était plus la femme qui tremblait devant son désaccord. Elle était une femme qui s'était retrouvée. Il ne pouvait pas l'acheter, et il ne pouvait plus la contrôler. La défaite n'était pas dans la perte de la fiancée, mais dans la reconnaissance que Manon avait choisi sa propre valeur, plutôt que la sienne. Ce n'était plus une affaire de bague volée, mais une question de dignité récupérée. La froideur calculée de Manon face à sa proposition de réconciliation frappa Étienne comme une révélation amère. Il s'attendait à des larmes, à des reproches, peut-être à une négociation acharnée, mais certainement pas à cette sérénité professionnelle. Devant ses croquis et ses outils, Manon Dièvre n'était plus la Madame Lambert en devenir, elle était une artiste, une entrepreneur. Elle avait troqué l'opulence passive pour la dignité active. Et cette transformation le désarmait. « Tu t'illusionnes, Manon », rétorqua-t-il, essayant de retrouver son terrain de jeu, la condescendance. Le luxe, les galas, la reconnaissance, cela ne s'obtient pas dans un atelier poussiéreux à Montmartre. Félie, elle, me l'a rappelé. Elle est peut-être impétueuse, mais elle est passionnée. Elle se bat pour ce qu'elle veut. Manon sourit tristement. Félie se bat pour vous, Étienne. Moi, je me batte pour moi. C'est toute la différence. Elle prit une petite lime à polir et se remit au travail, le bruit métallique régulier, servant de réplique à ses mots. Je crois que tu as trouvé, en Félie, tout ce que tu cherchais, une passion visible. Mais tu as jeté ce dont tu avais besoin, une stabilité invisible. Il y eut un long silence, lourd de vérités non dites. Étienne se sentait mal à l'aise dans cet espace exigu, étranger à l'odeur d'encaustique et de métal. Il était habitué aux discussions de pouvoir dans des bureaux, avec vue sur la Seine. Ici, son autorité n'avait aucune prise. « Les gens parlent, Manon », reprit-il, se raccrochant au dernier levier qui lui restait, la réputation sociale. « Notre rupture fait du tort à mon image. Tu sais à quel point c'est crucial pour le lancement du nouveau fonds. Reviens. Nous allons nous marier comme prévu. Nous effacerons cet épisode. Je prendrai mes distances avec Félie. » Manon posa sa lime, ses yeux se fixant sur une tache au mur derrière lui, comme si elle regardait à travers l'illusion qu'il lui offrait. « Tu me proposes de revenir pour servir de pansement à ta réputation, pour que ton nouveau fonds soit lancé sans accroc ?» Elle laissa échapper un rire bref et amer. « C'est ça l'amour, Étienne? Une nécessité financière déguisée en pardon? C'est la réalité, » répondit-il, le ton dur. « C'est un engagement mutuel. Tu auras le statut, je n'aurai pas de scandale. » Elle se leva, se tenant droite, plus grande que lui dans sa dignité retrouvée. « Non, je ne suis plus disposée à être ta marchandise d'échange. Tu ne comprends pas. Quand tu as donné ma bague à Félie, tu n'as pas seulement trahi une promesse. Tu as confirmé que je n'étais qu'une pièce interchangeable de ta vie, un investissement. Et un investissement, on peut le vendre ou le remplacer par un meilleur modèle. Tu en as fait une affaire personnelle, s'exclama Étienne frustré. Bien sûr que c'est personnel. Manon se rapprocha, son visage à quelques centimètres du sien. 6 mois de travail, de rêve, réduits pour être ajustés au doigt d'une autre. C'est le niveau de mon importance pour toi. J'ai préféré me retirer, et je me suis rendu un immense service. La discussion bascula alors vers Félie. Étienne, dans un moment de faiblesse rare, révéla sa déception. Il se plaignit de l'inconstance de Félie, de son incapacité à gérer la pression sociale. Elle est trop fragile, elle ne supporte pas l'idée d'être critiquée. Tu étais la seule à avoir la force d'âme d'une vraie Lambert. Ce fut l'aveu le plus douloureux pour Manon. Il ne revenait pas vers elle parce qu'il l'aimait, il revenait parce que l'autre n'était pas assez performante. Elle est fragile, Étienne, parce qu'elle cherche l'amour. Moi j'étais forte, parce que je cherchais la stabilité. Mais nous avons toutes les deux été déçues. Moi j'ai eu l'intelligence de partir. Manon jeta un regard vers le petit carton de déménagement qui restait dans un coin. J'ai récupéré tous mes biens, et j'ai même gardé la carte de 200 000 €. Je l'ai utilisée pour créer ma fondation. Ton dédommagement est désormais au service de ma liberté. Étienne resta bouche bée. La somme qu'il lui avait jetée au visage pour acheter son silence et sa soumission était revenue le hanter, transformée en outil d'émancipation. Manon avait transformé sa trahison en carburant, son argent en indépendance. Il comprit alors que ce n'était pas lui qui avait mis fin à leur relation, c'était Manon qui l'avait purgé de sa vie. « Manon », dit-il, sa voix s'étranglant d'une émotion qu'il ne pouvait nommer, peut-être de la colère mêlée à un début de respect. « Ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. Non, tu as besoin d'une Madame Lambert, et cette position tu peux la mettre en annonce. Mais je ne suis plus candidate. » Elle pointa la porte. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une collection à terminer. » Étienne comprit qu'il était vaincu.
Il était seul dans cet atelier, face à une femme qu'il avait rendue trop forte pour lui. Il se retourna et partit, le manteau de cachemire et la démarche assurée, ne parvenant plus à masquer l'amertume de sa défaite. Le silence revint dans l'atelier, brisé seulement par le sifflement régulier de la lime de Manon. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait gagné son combat sans effusion. Le départ d'Étienne laissa Manon, non pas en état de choc, mais d'une fatigue profonde, celle qui suit un effort émotionnel intense. Le silence de l'atelier, auparavant réconfortant, lui parut soudain immense, et pour la première fois depuis la confrontation, une vague de tristesse authentique la submergea. Cette tristesse n'était pas liée à la perte d'Étienne, mais à la fin de l'espoir. L'espoir qu'il puisse y avoir quelque chose de réel, sous le vernis du calcul. Il avait prouvé, jusqu'à la dernière minute, qu'elle n'était qu'une composante de sa stratégie de vie. Elle s'assit, le cœur allégé d'un poids, mais alourdi par la prise de conscience. Elle avait survécu à la trahison de la bague, à l'humiliation de Félie, et maintenant à la tentative de rachat d'Étienne. Elle se rendait compte que, pendant 2 ans, elle avait été coupée de son essence, vivant selon un scénario écrit par quelqu'un d'autre. La Manon d'avant Étienne était passionnée par la création. La Manon d'après Étienne allait l'être encore plus, mais avec une sagesse nouvelle, tirée de l'épreuve. Elle concentra toute son énergie sur sa première collection. Elle nomma l'une des pièces maîtresses, un pendentif en platine orné d'une petite topaze bleue, l'Absolution. Ce n'était pas une réplique du saphir, mais une réinterprétation de son essence, la pureté de l'engagement envers soi-même. Elle décida que son studio, qu'elle baptisa Dièvre Joaillerie, ne serait pas seulement une marque de luxe, mais une plateforme pour raconter des histoires de femmes qui se sont choisies. La nouvelle de l'échec d'Étienne à reconquérir Manon parvint aux oreilles de Félie. Félie était loin d'être stupide. Elle comprit qu'elle n'était qu'un palliatif, un divertissement pour Étienne, en attendant qu'il puisse ramener la partenaire utile. La situation se dégrada rapidement entre eux. Félie exigeait des preuves d'amour, de l'attention, des gestes passionnés, tout ce qu'Étienne était incapable de donner, son cœur et son esprit étant uniquement tournés vers la prochaine acquisition financière. Une dispute violente éclata un soir dans l'appartement désormais froid de l'avenue Bosquet. Félie, dans un accès de rage et de jalousie, accusa Étienne d'être obsédé par Manon et de la comparer constamment. « Tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé, tu voulais juste te venger d'elle ou me faire jouer son rôle, mais je ne suis pas Manon. » Étienne, usé par le manque de calme et de contrôle, lui cria qu'elle n'arriverait jamais à la cheville de Manon en matière de distinction et de maîtrise sociale. C'était l'ultime humiliation pour Félie, et l'aveu le plus honnête qu'Étienne ait jamais fait sur l'importance qu'il accordait à Manon. Il avait besoin de Manon comme d'une armure. Il se cachait derrière sa perfection. Félie, sous le choc, décida de partir elle aussi, mais elle le fit avec l'intention de lui faire mal. Elle n'était pas aussi digne que Manon. Elle prit la bague en saphir qu'elle avait toujours gardée, la bague redimensionnée, et la fracassa contre le mur, brisant le saphir en 1000 morceaux. « Prends ton symbole, Étienne. Tu as détruit ma fierté. Je détruis ta bague. » Elle quitta l'appartement, laissant derrière elle les débris brillants de la pierre volée et ceux de leur relation. Étienne se retrouva seul, au milieu des fragments de saphir, dans un appartement trop grand et trop silencieux. Il réalisa qu'il n'avait rien. Manon avait choisi de partir avec sa dignité et avait même utilisé son argent pour construire sa liberté. Félie était partie, emportant avec elle la passion éphémère et laissant derrière elle le chaos et la destruction. Il avait réussi à posséder de l'or, des biens, des entreprises, mais il avait échoué à posséder l'attachement humain. Il était le maître du monde des affaires, mais un naufragé du cœur. Pendant ce temps, Manon préparait le lancement de Dièvre Joaillerie. Elle organisa une petite exposition privée dans son atelier pour ses premiers investisseurs. Elle présenta l'Absolution et son maritime l'Absolution, accompagnée d'une brève note expliquant que les bijoux ne sont pas des ornements, mais des talismans de la force intérieure. Elle parlait avec une conviction rare, une flamme dans les yeux qui n'avait jamais existé quand elle était Madame Lambert. Lors du lancement, un journaliste curieux, intrigué par son histoire, lui posa la question inévitable sur sa rupture avec Étienne Lambert. Manon sourit, un sourire serein. « Je n'ai pas perdu mon fiancé, j'ai perdu une étiquette, et en la perdant, j'ai retrouvé mon identité. Le prix de cette perte est inestimable. » Le journaliste, touché par sa réponse, conclut « Mademoiselle Dièvre, vous avez fait de votre bague volée, non pas une cicatrice, mais le diamant le plus précieux de votre collection. » Manon acquiesça. Elle avait réussi. Elle avait prouvé au monde et, surtout, à elle-même, qu'elle était la seule personne indispensable dans sa propre vie.
Son voyage vers la liberté était complet. Le tumulte de la rupture s'estompa pour laisser place à l'ascension tranquille de Dièvre Joaillerie. Le lancement de la première collection de Manon fut un succès discret, mais retentissant dans les cercles avertis de Paris. Ce n'était pas le luxe ostentatoire du 7e arrondissement, mais une élégance basée sur l'authenticité. Les bijoux de Manon racontaient une histoire d'émotion et de force, et les femmes, lassées des marques impersonnelles, adhérèrent immédiatement à cette nouvelle philosophie. La presse spécialisée salua son audace et sa vision. On ne parlait plus d'elle comme de l'ancienne fiancée d'Étienne Lambert, mais comme de Manon Dièvre, la créatrice qui avait transformé la douleur en art. Le paradoxe était frappant. Au moment où Manon acceptait la simplicité, elle commençait à gagner un respect bien plus précieux que celui que lui avait conféré Étienne. Elle avait une autonomie financière réelle, non pas subventionnée, mais gagnée par son talent et son travail. Sa nouvelle vie était rythmée par les commandes, les esquisses et la recherche de pierres, des tâches exigeantes qui lui laissaient peu de temps pour les ruminations passées. Elle s'épanouissait dans cette nouvelle réalité où sa valeur n'était dictée par personne d'autre qu'elle-même. Pendant ce temps, Étienne Lambert traversait une période de turbulence. Non seulement sa réputation d'homme maître de lui avait été égratignée par la double fuite de Manon, puis de Félie, mais son nouveau fonds d'investissement rencontrait des difficultés. Manon avait été son ancre invisible, gérant en coulisses les relations sociales délicates, organisant les dîners d'influence qui cimentaient ses affaires. Sans elle, Étienne était exposé, obligé de gérer des détails humains qu'il avait toujours méprisés. Les commérages qui entouraient sa vie privée, amplifiés par la nature tapageuse du départ de Félie, commençaient en à impacter sérieusement sa crédibilité professionnelle. Ses investisseurs, qui valorisaient la stabilité au-dessus de tout, s'inquiétaient de son jugement. Les murmures du 7e arrondissement avaient changé de tonalité. Autrefois, elle est folle d'avoir abandonné cet homme. Maintenant, regardez l'ascension de Manon. Elle a choisi la liberté, et Étienne n'est plus aussi intouchable. Peut-être qu'elle n'était pas la folle de l'histoire. Ce changement d'opinion était un triomphe silencieux pour Manon. Un après-midi, Manon reçut une convocation formelle. Ce n'était pas une tentative de rapprochement sentimental, mais une convocation à un dîner de charité dans le cadre de sa nouvelle fondation pour les jeunes créatrices. Elle se rendit à l'événement, vêtue d'une robe simple mais élégante, portant une de ses propres créations. Elle était là en tant qu'invitée d'honneur, Manon Dièvre, et non comme le trophée d'un homme. C'est là qu'elle revit Étienne. Il était là, seul, l'air fatigué sous le costume coûteux. Le masque de l'assurance qu'il portait habituellement semblait lourd. Il s'approcha d'elle, le verre de vin à la main, un homme cherchant un refuge. « Manon, dit-il, le ton étonnamment doux, presque suppliant. Je te félicite pour ton succès. C'est impressionnant. » Elle le remercia poliment, sans enthousiasme, le traitant comme un associé de loin. « Écoute, continua-t-il, baissant la voix, tu as prouvé ce que tu voulais. Tu as ton indépendance. Félix est parti. Je suis seule. Je suis venue ce soir pour te dire que je suis prête à te reprendre. Nous pouvons mettre tout ça derrière nous. Oublie la bague, oublie Félie. Je t'offre une nouvelle chance. Tu as ta fondation, ton atelier. Tu peux continuer tes passions, mais en tant que Madame Lambert. » Manon le regarda, et pour la première fois, elle ne ressentit ni colère ni blessure, mais de la pitié. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que le problème était l'arrangement, pas l'intention. « Tu as raison, Étienne, » répondit-elle, son regard clair et honnête. « J'ai prouvé ce que je voulais. J'ai prouvé que je n'avais pas besoin de toi pour être quelqu'un. Et c'est justement pourquoi je ne peux pas revenir. » Elle prit une pause. « La Madame Lambert que tu décris, celle qui a son atelier mais qui reste à ton bras, ce n'est pas moi. Ce n'est qu'une version améliorée du bibelot que j'étais. L'opportunité que tu me donnes, celle de devenir ton partenaire en continuant ma carrière, c'est l'opportunité de continuer à me définir par ta lumière. Je ne veux plus être un satellite. Je suis le soleil de ma propre vie. » Étienne resta muet, son expression se durcissant lentement. Il avait tout offert, y compris une liberté conditionnelle, et elle l'a rejetée. Il avait atteint le sommet de son effort de réconciliation, et Manon lui montrait que son sommet n'était que le plancher de ses propres exigences. Elle lui avait donné une nouvelle gifle, verbale cette fois, plus dévastatrice que la première. La réponse de Manon laissa Étienne désemparé. Il avait toujours fonctionné selon la logique des marchés. Quand la valeur monte, on achète. Il venait d'offrir le prix le plus élevé possible, lui permettre de garder son indépendance tout en jouissant du statut de son épouse, et Manon venait de lui signifier que son offre n'avait aucune valeur. Il se sentit véritablement rejeté, non plus en tant que marié potentiel,
mais en tant que force de la nature. Il n'était plus le preneur de décision. Il était celui dont l'offre était refusée. « Tu es orgueilleuse, Manon, » dit Étienne, essayant une dernière fois d'imposer son ancienne autorité. « Tu confonds la fierté et l'entêtement. Tu vas te retrouver seule, tu vas te fatiguer. Cette vie d'artiste n'est pas faite pour toi. Tu es une femme de pouvoir. » Manon secoua la tête, un sourire de compréhension sereine éclairant son visage. « Tu ne comprends toujours pas le pouvoir, Étienne. Le pouvoir n'est pas d'avoir des millions, c'est de savoir que tu n'as pas besoin de la richesse de quelqu'un d'autre pour vivre. Je ne me fatigue pas, je m'accomplis, et quant à la solitude, elle est préférable à la compagnie toxique. » Elle fit un pas vers lui, son geste n'était pas agressif, mais pédagogique. « Chut ! Tu as besoin d'une femme qui t'admire sans condition, Étienne, tu as besoin d'une vitrine parfaite. Mais tu n'as pas besoin d'une partenaire, tu as besoin d'un panneau d'affichage. Et ce panneau, il doit porter ton nom et refléter ta réussite. » Elle le regarda droit dans les yeux, la clarté de sa conviction le traversant. « Je ne peux pas être ton panneau d'affichage. Je suis mon propre tableau. » L'effet fut immédiat. Étienne, dont la vie entière était construite sur des symboles, se sentit dénudé. Manon avait articulé la vérité la plus douloureuse de son existence. Il ne recherchait pas l'amour, mais une caution sociale. Il comprit que Manon n'avait pas seulement rompu leurs fiançailles, elle avait rompu l'illusion qu'il s'était construite sur lui-même. Il avait cherché la stabilité en elle, et maintenant, elle était la source de son instabilité. Il avait besoin de Manon Dièvre, et Manon Dièvre n'avait plus besoin de lui. Il se retira, le dos raide, sans un mot de plus. Il ne pouvait pas se battre contre une femme qui avait cessé de se battre contre elle-même. Son départ fut silencieux, mais cette fois, il portait le poids d'une défaite irrévocable, non pas due à un échec financier, mais à un échec humain. Les semaines qui suivirent marquèrent une transformation complète dans le quotidien de Manon. Son studio prospérait. Elle commençait à recevoir des commandes de l'étranger. Son histoire, la femme qui avait choisi la dignité plutôt que le château, devint une légende urbaine inspirante dans les cercles créatifs de Paris. Elle avait réussi à faire de l'histoire du saphir bleu une parabole sur la valeur de l'estime de soi. Un soir, elle était assise seule dans son atelier, contemplant les étoiles à travers la lucarne. Elle avait fini une nouvelle collection, où la topaze bleue réapparaissait, non plus comme une pierre précieuse, mais comme une petite flamme, un phare. Elle repensa à la bague, à la trahison, aux larmes séchées. Elle réalisa qu'elle n'avait plus de rancœur. La haine et l'amertume avaient été transformées en force créatrice. Elle avait le droit de garder la carte de 200 000 €, le seul bien matériel qu'elle avait conservé de lui. Elle l'avait utilisé comme capital de départ pour sa fondation, prouvant ainsi à Étienne que son dédommagement n'avait pas servi à acheter son silence, mais à financer sa liberté et celle d'autres femmes. Ce geste était son ultime revanche, un triomphe moral. Elle n'avait pas simplement refusé l'argent, elle l'avait subverti. Manon se leva, le corps léger, le cœur apaisé. Elle avait laissé derrière elle le fardeau des attentes sociales, le poids du nom Lambert, et surtout, la petite voix dans sa tête qui lui disait qu'elle n'était pas assez. Elle avait perdu un mariage, mais elle avait gagné une vie. Les mois passèrent, l'après-guerre. La mémoire d'Étienne Lambert s'estompa progressivement de l'esprit de Manon pour devenir une simple anecdote, un chapitre clos de son histoire personnelle. Elle avait réussi à s'ancrer dans sa nouvelle vie, entourée de personnes authentiques, partageant sa passion pour l'artisanat et la création. Son succès n'était pas un accident, c'était la conséquence directe de son choix de privilégier sa vérité intérieure. L'ironie suprême de l'histoire, c'était qu'en quittant Étienne, elle avait accédé à un pouvoir social plus subtil, plus durable. Elle était admirée non pas pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle incarnait, la liberté. Les femmes de la haute société parisienne qu'il avait d'abord critiquées commençaient à porter ses créations, voyant en elles non seulement de beaux objets, mais des talismans contre les compromis. Un matin, alors qu'elle prenait son café dans un petit bistrot de Montmartre, elle aperçut une coupure de journal laissée sur la table. Le titre concernait Étienne Lambert. Son fonds d'investissement rencontrait des difficultés sérieuses et il était question de restructuration. L'article mentionnait, avec une certaine condescendance, les turbulences personnelles de l'entrepreneur, suggérant que l'absence de stabilité dans sa vie privée avait miné sa réputation de fiabilité. Manon lut cela sans joie malsaine, mais avec une certaine gravité. Elle réalisa que l'empire d'Étienne n'était pas tombé à cause d'elle, mais parce qu'il avait révélé son incapacité à valoriser l'humain. Son erreur n'avait pas été de lui donner la bague, mais de penser qu'il pouvait l'acheter avec de l'argent et des promesses vides. La bague n'avait été que le symptôme de sa profonde déconnexion de la réalité émotionnelle.
Elle se souvint de la nuit où elle avait découvert l'humiliation et de la rage qui l'avait poussée à claquer la porte. Elle repensa à la carte bancaire qu'il lui avait jetée, son dédommagement de 200 000 euros, et à la manière dont elle l'avait transformé en capital pour sa fondation et son atelier. Cet argent avait été le seul point de contact entre leurs deux mondes, et elle l'avait utilisé pour cimenter sa propre indépendance, prouvant ainsi que sa valeur était inestimable. Il n'y avait plus de place pour la haine. Il y avait la reconnaissance que son voyage était achevé. Elle n'était plus en réaction face à Étienne, mais en action pour elle-même. 1 an après la rupture, Manon organisa un grand gala pour sa fondation, les Flammes Bleues, destiné à aider les jeunes femmes à lancer leur carrière dans les métiers d'art. C'était un événement élégant, animé par l'énergie des créateurs, loin des soirées rigides de l'élite. Manon était la maîtresse de cérémonie, rayonnante dans une robe de velours simple. Elle portait l'absolution, le pendentif qui symbolisait la fin de la trahison et le début de sa liberté. Au cours de la soirée, elle monta sur scène pour un discours. Elle parla de la créativité, de la résilience et de la nécessité de s'aimer suffisamment pour ne laisser personne définir sa valeur. Elle termina son allocution par un message puissant, un écho de la trahison originelle mais transformé en sagesse universelle. Quand la vérité sur la trahison et les secrets est révélée, dit-elle, sa voix claire et forte, nous apprenons la chose la plus importante, à chérir notre propre valeur. Nous apprenons à ne jamais permettre à personne de nous remplacer dans notre propre vie, car cette place, elle est unique, elle est sacrée, et elle nous appartient, à nous seuls. À la fin de son discours, la salle entière se leva dans une vague d'applaudissements sincères. Manon ne cherchait pas l'approbation d'Étienne, mais elle avait gagné l'admiration du monde. Elle regarda autour d'elle, les visages souriants, et se sentit profondément, tranquillement, heureuse. Elle sortit de la salle, échappant aux dernières félicitations, pour prendre l'air sur le balcon. Paris s'étendait devant elle, scintillant sous le ciel nocturne. Manon sourit, un sourire serein et apaisé. Le mariage avait été perdu, certes, mais sa dignité, son avenir et son identité étaient retrouvés. Elle était libre, et cette liberté était le plus beau des saphirs. Il ne faut pas chercher la lumière des autres pour exister. La véritable dignité, c'est d'être soi-même, sans compromis.